Bonjour et bienvenue dans Automobile Propre, le podcast zéro émission qui s'écoute le temps d'une recharge. Le monde de la voiture électrique est en pleine révolution, nous vous le racontons. Automobile Propre est un podcast bimensuel co-animé par Johan Nussbaumer, fondateur et CEO d'Automobile Propre et de ChargeMap. Bonjour Johan. Bonjour Eric, bonjour à tous. Michael Torregrossa, rédacteur en chef d'Automobile Propre. Salut Mika. Hello Eric, bonjour à tous. Et moi-même, Éric Dupin, éditorialiste sur Automobile Propre. Le programme est diffusé le premier et le troisième jeudi du mois. Il est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner via iTunes, Spotify, Google Podcast ou tout autre service. Et surtout, n'oubliez pas de le noter sur ces plateformes car c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. Cet épisode est sponsorisé par MrEV.com, boutique en ligne d'accessoires de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Sur MrEV.com, vous trouverez toutes les solutions de recharge adaptées à votre véhicule électrique, notamment des câbles de recharge à la longueur personnalisée, ainsi que des bornes de recharge fixes ou mobiles. Si vous avez besoin de conseils, les experts de MrEV.com vous répondent par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mr-ev.com. Alors, au sommaire de ce podcast aujourd'hui, comme d'habitude, les news, la revue de l'actualité essentielle de la quinzaine, le focus, donc nous débattrons sur une actualité marquante de ces derniers jours, et puis, pour finir, une question plus technique sur laquelle nous reviendrons. Alors, on attaque tout de suite avec les 3 infos de la quinzaine. La première info qui a retenu notre attention, c'est autour de cette marque premium électrique américaine, Lucid, qui vient de commercialiser ses premiers modèles et pour lesquels les livraisons ont débuté aux États-Unis, dans la région de San Francisco. Donc Lucid Air, c'est une marque qui est présentée un petit peu comme un rival de Tesla. Mika, comment s'est passé ce lancement dans la région de San Francisco ? Alors c'est un lancement qui commence d'abord par les modèles les plus haut de gamme, les modèles Dream Edition comme ils appellent. Donc, c'est les modèles qui ont le plus de puissance, le plus d'autonomie. Donc, ça monte à plus de 1100 chevaux pour la version la plus puissante. Parce que cette version Dream Edition, il y a 2 déclinaisons. Le prix de départ, c'est $169 000. Donc, c'est quand même des véhicules qui sont assez chers. Donc, ce n'est qu'un début pour Lucid qui industrialise ses véhicules directement en Arizona. Et donc l'idée, c'est d'aller vers d'autres véhicules après avec des autonomies un peu plus conventionnelles. Donc c'est 640 km d'autonomie pour la version entre guillemets d'entrée de gamme qui sera proposée à partir de $95 000. Et cette Lucid Air, elle est vraiment en concurrence directe avec la Tesla Model S. Et justement, Lucid essaie de se démarquer un petit peu de Tesla avec une approche client beaucoup plus premium. Donc l'idée, c'est de chouchouter un petit peu ses premiers clients avec une expérience de livraison qui soit bien au-dessus de ce que propose Tesla. Des fois, on accuse de faire un petit peu d'abattage, mais vraiment aller dans du premium jusqu'au bout et jusqu'à la façon de livrer ses clients. Alors justement, effectivement, c'est une première prise en main des premiers heureux propriétaires de ces Lucid Air qui s'est passé dans la région de San Francisco et pas loin du siège de Lucid, et c'était vraiment une expérience, je crois, très personnalisée puisque chaque propriétaire prenait en main sa voiture, accompagné par des représentants de Lucid, et avec un itinéraire qui était préétabli dans la région. Alors c'est effectivement une expérience qui est un petit peu différente de celle qu'on connaît habituellement. Alors on a tendance à comparer effectivement Lucid à Tesla parce que on a affaire aussi également à des voitures assez cossues, très puissantes, avec une autonomie remarquable. Et alors après, certains diront trop puissante et trop lourde, avec une autonomie inutile. Donc ça va vraiment dépendre du point de vue. Mais c'est vrai que la performance technologique est assez impressionnante puisque le modèle le plus huppé de la gamme arrive à faire 832 km. Et c'est pas simplement une autonomie annoncée, mais c'est exactement ce qui a été réalisé par des premiers journalistes qui ont eu l'occasion d'essayer la voiture. Avec un périple, je crois, qui s'est passé de Los Angeles à San Francisco, et à l'issue duquel il restait dans une des 2 voitures plus de 100 km d'autonomie, alors qu'on sait que Los Angeles à San Francisco, c'est une distance, je crois, qui est équivalente au moins à 600 ou 650 km. Alors, les Lucid ne sont pas encore disponibles en Europe. Elles devraient l'être d'ici 2022. Alors, on imagine qu'il y a un gros travail aussi de logistique et d'implantation d'une direction commerciale, marketing, et puis surtout en Europe et en France,
pour ce qui nous concerne, probablement d'un réseau, je ne sais pas si ça sera des concessionnaires, et puis d'un réseau aussi pour le SAV. Qu'est-ce que ça t'inspire, Johan, cette arrivée de toi qui roule en Tesla Model S? Est-ce que tu regardes cette nouvelle arrivée comme quelque chose qui pourrait potentiellement être intéressant pour notre marché européen? Ouais, bah alors déjà, moi je la trouve très belle, cette Lucide, hein. Je trouve que c'est une vraie réussite à la fois esthétique et aussi technologique. Donc effectivement, ça fait du bien de voir arriver ces nouveaux constructeurs qui viennent challenger à la fois Tesla, mais aussi tous les constructeurs historiques, et je pense notamment des gens comme Audi. Donc ce sera intéressant de voir effectivement comment réagissent les clients face à cette offre nouvelle sur des marques qui sont moins connues, qui peuvent être peut-être aussi un peu moins rassurantes, quand on sait le nombre de nouvelles marques de véhicules électriques qui ont fermé ces dernières années, et des marques, on va dire, plus historiques, plus établies comme Audi, mais on sait qu'elles sont a priori là pour durer. En tout cas, elles ont un historique de qualité de fabrication, de savoir-faire au niveau de la prévente. Donc voilà, moi c'est un petit peu ça la question que je me pose, c'est comment vont arbitrer les clients? Est-ce qu'ils vont faire le choix un petit peu de la passion, de la découverte, ou ils vont rester sur des valeurs plus fiables? Sur du haut de gamme, c'est une vraie question. Alors effectivement, la question de la réassurance est importante. C'est un petit peu un saut dans l'inconnu et c'est quand même des sommes qui sont pas anodines puisque c'est des voitures qui coûtent cher. Je crois qu'effectivement on parle de tarifs, comme tu le disais, Mika, qui vont débuter aux alentours de 90 000 euros. Mais j'avais entendu un petit peu moins, mais de toute façon ça va au moins jusqu'à 145 000, 150 000 euros. Alors, ce qui peut peut-être un peu être un élément pour rassurer, c'est que Peter Rawlinson, le PDG de la marque, est un ancien de Tesla et que c'est pas un nouveau venu, c'est une marque qui a déjà une forte expérience, notamment en compétition de voitures électriques, et c'est ce qui leur a donné cet avantage concurrentiel et cet avantage technologique, leur permettant de proposer des voitures aujourd'hui qui ont pratiquement la plus grosse autonomie existante sur le marché. Donc on verra. En tout cas, tous ceux qui s'intéressent à la voiture électrique sont relativement impatients de voir arriver cette marque en Europe, ne serait-ce que pour avoir peut-être l'occasion ou le privilège de les essayer. Je suis un peu comme toi, Johan. Je m'interroge et en même temps, je la trouve effectivement très belle, ce qui n'est pas d'ailleurs l'avis de tout le monde, hein. C'est une voiture qui fait pas forcément l'unanimité en termes de design, mais en tout cas, c'est très intéressant parce que on voit que effectivement, on a à la fois un concurrent de Tesla et à la fois un concurrent du premium allemand. Deuxième sujet qui a retenu notre attention, c'est la question du recyclage des batteries. Alors on en parle beaucoup quand on parle de voitures électriques, c'est même un sujet récurrent et c'est même souvent le premier sujet qui arrive sur la table quand on parle de voitures électriques, un sujet souvent un petit peu clivant, un petit peu polémique, puisque ça pose effectivement la question de la durabilité du modèle de l'électromobilité. Et donc là, une société suédoise va proposer des batteries recyclées pour équiper les voitures et donc pour les rendre encore plus vertes, entre guillemets. Johan, tu as un mot à dire sur le sujet, je crois. Ouais, peut-être pour rappeler un petit peu le détail de cette actualité-là, moi je la trouve très enthousiasmante puisqu'effectivement, on arrive un petit peu à régler un des arguments qui est souvent opposé aux véhicules électriques, c'est oui, mais le recyclage des batteries, comment ça se passe, etc. Et donc là, on a Northvolt, donc qui est un développeur, un fabricant suédois de batteries, qui est spécialisé vraiment dans la technologie de batterie lithium-ion pour les véhicules électriques, qui a été fondé aussi par un ancien cadre de chez Tesla en 2015. Et donc, c'est une entreprise qui est aussi particulièrement soutenue par l'Europe, en tout cas par le Fonds d'investissement européen. Et donc, cette société, en fait, elle s'est donnée pour objectif de travailler notamment sur la production de batteries à partir de matériaux de batteries recyclés. Et donc, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'ils présentent pour la première fois une batterie composée à 95% de matériaux recyclés. Et ils ont notamment travaillé, parce que a priori, de ce que j'en comprends, c'est là le point un peu compliqué, sur une cathode avec des matériaux recyclés, comme en fait avec une chimie particulière, qui est la chimie nickel, manganèse, cobalt. Qui avait déjà fait l'objet d'une étude il y a quelques temps, et cette étude disait que on pouvait obtenir des batteries avec un niveau de capacité identique à celle d'une batterie avec un niveau du minerai qui vient d'être miné,
si on travaille avec des matériaux recyclés. Donc ça, c'était déjà théoriquement, c'était possible. Et là, on a donc on a la preuve factuelle qu'on peut produire ces batteries avec des matériaux recyclés. Donc ça, c'est extrêmement positif. Cette étude que je mentionne, en fait, elle disait même, mais ça n'a pas été prouvé par Northvolt, c'est que potentiellement les cathodes recyclées peuvent avoir un meilleur rendement et un meilleur cycle de performance que avec du minerai tout juste miné. Et donc ça, finalement, c'est assez encourageant de se dire que potentiellement, on peut avoir des batteries encore plus performantes avec du recyclage. Donc ça, je trouve ça, moi, vraiment encourageant. En tout cas, pour ce qui concerne le Northvolt, la prochaine étape pour eux, c'est d'industrialiser le process. Donc là, ils ont fabriqué la première. Et ils ont vraiment pour ambition d'aller loin avec ce recyclage-là. Et ils ont pour objectif d'avoir 50% de la production de batteries à partir de minerais recyclés d'ici 2030 de mémoire. Donc c'est un vrai enjeu. Et finalement, ça vient rajouter un côté vertueux au véhicule électrique. Et moi, je trouve ça vraiment très encourageant. C'est fou, Mika, qu'est-ce que tu en penses? C'est en fait, on a un cas de figure un peu particulier. Je sais pas si ça s'est déjà produit dans l'industrie, mais d'un produit qui finalement, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, d'occasion, est plus performant ou aussi performant qu'un produit neuf. Ouais, effectivement, il y avait une étude que Cityoan là qui montrait justement que les matériaux recyclés n'étaient pas moins performants et même meilleurs que les minerais fraîchement minés pour produire des batteries. Donc ça, effectivement, c'est assez enthousiasmant et finalement, ça répond un petit peu on en parlait sur un précédent podcast de la Commission européenne qui va revoir la directive sur le recyclage et qui va notamment imposer aux constructeurs de batteries d'intégrer un certain tout ou partie de minerais recyclés. Donc là, ce que prouve Northvolt, c'est que c'est possible, c'est que ça peut se faire. La seule question, c'est à quel prix il va commercialiser ces batteries, le constructeur suédois. Est-ce que ce sera plus cher ou moins cher qu'une batterie avec du minerai entre guillemets neuf? Ça, on ne sait pas encore, ils n'ont pas donné l'information. Très bien, on suivra ça. Du coup, attendons-nous à voir dans l'avenir encore ce type de surprise en termes de technologie autour des voitures électriques et peut-être qu'on découvrira aussi d'autres moyens d'avoir des produits d'occasion qui sont plus performants que des produits neufs. Et pourquoi pas des voitures bientôt. Troisième sujet qui a retenu notre attention et qui est aussi relié à la question de l'énergie et de la recharge d'énergie, c'est Tesla et son réseau de superchargeurs qui atteint un nouveau record. Alors Mika, tu vas tout nous dire sur cette information avec des chiffres. Alors on sait que le réseau de superchargeurs Tesla est aujourd'hui le seul réseau propriétaire appartenant à une marque et qui soit développé à peu près dans le monde entier, en tout cas très fortement développé, et qui permet aux propriétaires de Tesla de rouler à peu près sereinement, puisqu'ils savent qu'ils ont généralement un superchargeur jamais très loin de l'endroit où ils sont. Et donc Tesla continue, ne lève pas le pied sur le développement de son réseau et même a plutôt tendance à l'accélérer. Et ça accélère plutôt fort parce que là, Tesla a annoncé avoir franchi le cap des 30 000 superchargeurs. Donc c'est pas les stations, on parle de nombre de bornes installées. Donc, il y a en tout et pour tout maintenant plus de 3000 stations superchargeurs Tesla dans le monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ce chiffre, c'est de voir la progression finalement du constructeur sur un an. Je suis allé récupérer les chiffres qu'ils publient tous les trimestres. Donc, au Q3 2020, ils avaient un peu moins de 20 000 superchargeurs installés. Là, ils sont passés à plus de 30 000. Donc, en un an, ils ont augmenté de 50% la capacité de leur réseau. Donc, c'est quand même une progression qui est assez impressionnante. C'est vrai qu'à un moment donné, on avait reproché un peu à Tesla de stagner dans son déploiement. Là, ils ont vraiment accéléré. Et je pense que justement, c'est en lien avec ce qu'ils préparent, c'est-à-dire ouvrir les superchargeurs pour tous. Ils ont récemment lancé aux Pays-Bas un premier pilote avec 10 superchargeurs, 10 stations ouvertes à tous. Et là, ils testent avec les utilisateurs le fonctionnement. Donc, on passera directement par l'application en renseignant ses coordonnées bancaires. On ouvrira finalement un compte Tesla, même si on n'est pas client Tesla, pour pouvoir accéder aux superchargeurs. Donc là, c'est expérimenté aux Pays-Bas sur 10 stations. Ça va l'être pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on ne sait pas. Et l'idée après, c'est maintenant d'ouvrir à tous ces superchargeurs. Donc forcément, finalement, Tesla se lance vraiment dans le business de la charge.
Alors, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, je crois que le nombre moyen de stèles, c'est-à-dire de bornes par superchargeur Tesla, donc par station de recharge Tesla, est aux alentours de 9, je crois 9 ou 10. Donc, c'est effectivement important. Pour comparer, la plupart des stations de recharge Ionity, qui aujourd'hui est le réseau concurrent, sont plutôt au nombre de 4 à 6. Alors qu'on a des superchargeurs Tesla, même en France, qui dépassent les 16 ou voire les 20 stèles, les 20 bornes. Il y a aussi la question de la puissance et de la génération des superchargeurs. Jusqu'à présent, la génération 1 des superchargeurs permettait de recharger jusqu'à 150 kW. La V3 aujourd'hui, c'est 250 kW, et on parle même de V4 qui pourrait atteindre jusqu'à 280, voire 300 kW à l'avenir, en supposant que les voitures soient compatibles. Johan, tu voulais en dire un mot? Ouais, moi je trouve en tout cas que Tesla il continue à faire grandir ce réseau. Ils ont bien compris que c'était leur avantage stratégique. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'ouverture à tout le monde en fait. C'est un changement absolument majeur. Et en plus, ça s'accompagne avec une montée en puissance, enfin une montée de la puissance de recharge. Donc tout ça, c'est hyper vertueux pour le développement du véhicule électrique au sens large. Et voilà, en fait, j'ai l'impression que Tesla, ils ont tout compris. Je comprends pas forcément que les autres constructeurs, ils soient pas allés aussi fort que Tesla. En tout cas, encore une fois, les marques historiques, elles semblent sur le côté, avec éventuellement le réseau Ionity, dont on parle souvent ici, qui se développe et qui est un bon réseau alternatif à Tesla. Mais voilà, je trouve, encore une fois, on parle beaucoup de Tesla et parfois on nous le reproche un petit peu, mais ils ont tout compris, ils y vont pour de vrai, sans faire semblant. Et voilà, ça c'est un point, moi, qui me pose toujours question, c'est comment ça se fait que les constructeurs automobiles classiques soient largués à ce point-là, en fait. En fait, une des raisons, c'est que Tesla a réfléchi du départ à l'écosystème. C'est-à-dire que Tesla s'est dit, OK, on a affaire à une grosse concurrence, à des constructeurs historiques, et en fait, il faut réfléchir non pas en termes de fabrication uniquement automobile, on n'est pas juste un manufacturier d'automobiles, mais on installe un écosystème, et ça me fait penser un peu à la réflexion qu'a eu Apple au moment du lancement de l'iPod d'abord, et puis de l'iPhone ensuite. C'est-à-dire que je pense qu'ils se sont dit à un moment, cet appareil ne sera rien sans son écosystème. Donc l'iPod, c'était iTunes, et ce qui a mené d'ailleurs à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire le podcast. Et puis l'iPhone, c'était les applications. Donc à chaque fois, à un produit, à un device correspond un écosystème, et c'est ce qui paraît finalement le plus pertinent. Et c'est comme ça que Tesla a réfléchi. Tesla a réfléchi comme on va dire, un développeur d'écosystème plus que comme un constructeur automobile. Et je voulais juste rajouter quelque chose, peut-être que Mika t'aurais pu nous dire ce que t'en pensais, mais c'est que en fait on a commencé à regarder sur Automobile Propre comment ça se passait aux Pays-Bas, et quels étaient les premiers retours de ces superchargeurs Tesla qui étaient utilisés par des voitures non Tesla. Ça se passe pas trop mal apparemment. Ça se passe a priori plutôt bien, même si a priori il peut y avoir des problématiques de connectique par rapport aux longueurs de câble, finalement, sur les superchargeurs, où le câble était vraiment adapté à la longueur des questions de logistique très très basiques en fait. C'est ça. Donc selon que vous ayez votre connecteur de votre port de recharge sur l'avant du véhicule ou sur tel ou tel côté, c'est un peu moins pratique. Donc il faudra voir comment Tesla évolue, parce que s'il faut changer tous les câbles de superchargeurs, ça va coûter un peu cher. Et puisqu'on parle du tarif, ce qui est intéressant, c'est que, et ça c'est la grosse information que moi j'ai retenue, c'est que le prix des superchargeurs ouverts à tous, il n'est pas si excessif que ça. Moi, je m'attendais à un tarif beaucoup plus élevé. Alors, le prix aux Pays-Bas, c'est facturé au kilowattheure et pas à la minute comme en France. Donc, c'est très spécifique. C'est 24 centimes d'euros, c'est ça? C'est 24 centimes d'euros pour les utilisateurs de Tesla aux Pays-Bas, et c'est 57 centimes pour les non-Tesla. Donc, bon, c'est 2 fois plus cher, mais ça reste moins cher que Unity. Et cerise sur le gâteau, c'est que vous pouvez aussi opter pour un abonnement. Alors, c'est 13 euros par mois, toujours aux Pays-Bas. Ça pourra changer peut-être d'un pays à l'autre. Et là, vous arrivez exactement au même tarif, 24 centimes du kilowattheure, que les utilisateurs de Tesla. Donc, ça fait très, très mal, et ça fait très mal aux concurrents, et notamment à Ionity, qui, lui, reste beaucoup plus cher, y compris avec des formules d'abonnement.
Donc, pour conclure, on peut dire que Tesla, finalement, va être un des acteurs importants du développement de la voiture électrique pour les autres marques aussi, puisque les gens qui hésitaient finalement à acheter une voiture électrique et qui n'avaient pas envie d'acheter une Tesla seront peut-être convaincus par ce pas en avant, en se disant, si je peux charger partout grâce au réseau Tesla, j'y vais, quoi. Allez, je commande ma voiture électrique. Le focus de la semaine, alors on parle toujours de recharge, mais cette fois-ci on parle de recharge à domicile, à la copropriété et avec toutes les questions que ça suppose et que cela pose, notamment ce fameux droit à la prise. Alors on sait que quand on réside en ville, qu'on habite dans un immeuble, c'est un petit peu compliqué de charger parce que soit on n'a pas de chargeur dans son parking, soit on a un immeuble sans parking et donc c'est une des grosses problématiques que devront résoudre très rapidement les acteurs du marché et les opérateurs, c'est comment on fait pour recharger quand on habite en ville. Et pour ça, il y a déjà des lois, il y a déjà des réglementations. Et Mika, tu vas nous expliquer ça un petit peu en détail, notamment la copropriété et le droit à la prise. Alors, en quoi ça consiste exactement? Alors effectivement, il y a différentes solutions pour recharger un véhicule électrique lorsqu'on habite en habitat collectif. Donc, il y a deux grandes façons de le faire. La première, tu l'as cité, Eric, c'est le droit à la prise. Donc, le droit à la prise, c'est un droit qui est calqué sur le droit à l'antenne et qui permet à chacun de pouvoir faire valoir l'installation d'une prise ou d'une borne de recharge dans son garage, enfin, sur sa place de parking. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est un droit qui a évolué encore il n'y a pas très longtemps, parce que avant, c'était soumis à l'approbation de l'Assemblée générale, maintenant c'est terminé. Donc, vous avez juste en fait à envoyer un courrier à votre syndic en disant que vous allez faire la démarche des travaux. Et ces derniers, ils ont 3 mois pour s'opposer à cette installation. Alors, pour s'opposer, il faut avoir un motif légitime et sérieux, et surtout, il faut aller jusqu'à saisir le tribunal judiciaire. Donc, en l'occurrence, personne ne le fait parce que c'est des démarches administratives qui font plus payer. Donc, grosso modo, le droit à la prise donne l'accès à l'installation d'une borne de recharge à tous, si ce n'est qu'il faut attendre quand même le délai de 3 mois qui est un petit peu incompressible. Par contre, l'installation de la borne, pour un particulier, c'est lui qui la paie. Il y a une aide financière du programme Advenir qui peut aller jusqu'à 960 € hors taxe sur l'installation, mais après, ça reste à sa charge. Il devra aussi installer un compteur individuel pour calculer et payer le prix de l'électricité qu'il consomme. Ça, c'est la façon individuelle. Maintenant, ce que prônent les professionnels, notamment Enedis, c'est de faire ce qu'ils appellent les équipements collectifs. Donc, c'est pas chaque propriétaire qui installe sa borne de recharge, tout simplement parce que si chacun fait comme ça, au bout d'un moment, la structure et la puissance disponible sur le parking va saturer, donc on va être bloqué. Donc l'idée, c'est d'aller vers du collectif, donc faire une grosse installation de tout le parking. Alors ça, il y a différentes solutions. Je vais pas rentrer dans les détails techniques des déploiements parce que là, on va y passer un petit peu plus de temps que prévu. On peut effectivement déléguer ça directement à un tiers, faire une extension du réseau, financer directement le raccordement. Donc, c'est une démarche qui est plus longue parce que là, pour le coup, ça passe en assemblée générale, il faut que tout le monde valide. Il y a des aides financières, donc il y a des aides qui sont attribuées pour chaque point de charge, plus des aides au raccordement, plus des aides aux travaux de voirie s'il y en a, sachant que ces aides ne sont pas financées à 100%. Ce sont des aides d'État ou ce sont des aides de la région ou on sait ça? C'est des aides, ce qu'ils appellent le programme Advenir, c'est comme les bornes individuelles, donc c'est un programme national qui est piloté par l'AVER France et qui est financé par le dispositif des certificats d'économie d'énergie. D'accord. Donc il y a toute une procédure à mettre en place et cette infrastructure collective, elle est intéressante. Moi, je pense que ça fait sens. Par contre, la problématique, c'est qu'il faudra toujours que la collectivité paye. On sait très bien la copropriété paye, on sait très bien la problématique des copros. Je vois Madame Michu ira dire mais pourquoi moi j'irais payer l'infrastructure de recharge du voisin du deuxième que je peux pas encadrer, j'ai pas à payer, j'ai pas de voiture électrique. Donc en fait, c'est toujours compliqué cette question d'investissement et je sais qu'il y a des discussions en cours pour justement faire en sorte que tout soit pris en charge et que finalement plus personne n'ait à payer et ça facilitera le déploiement. Mais sinon, effectivement, le collectif, c'est bien, mais c'est assez bloquant actuellement. Concrètement, moi j'habite dans une copropriété, je veux charger ma voiture, je ne peux pas, il y a un parking, je veux faire installer une prise. Entre le moment où j'ai envie de le faire et le moment où j'aurai vraiment ma prise, il risque de se passer un peu de temps. En individuel, si tu passes par le système du droit à la prise avec un courrier, etc., tu as 3 mois. Tu attends juste 3 mois le temps qu'ils s'opposent s'ils veulent s'opposer. Après, si tu es joueur, tu peux le faire aussi avant.
Et s'il s'oppose dans ce cas-là, tu pourras peut-être devoir désinstaller ton installation. Mais ça peut aller de façon individuelle. Franchement, ça va assez vite. D'accord. Si on suit la procédure collective, comme c'est une concertation entre tous les habitants, là, c'est forcément plus long. Et là, ça peut se chiffrer en mois, voire en années si tout va mal. Johan, tu as eu une expérience personnelle dans ce domaine, ou tu connais un peu la question aussi? J'ai pas forcément d'expérience perso là-dedans. Par contre, je discutais hier avec quelqu'un qui me disait que effectivement, ils étaient en train de regarder dans sa copropriété pour mettre en place une installation collective, et que au final, les copropriétaires n'arrivaient pas à se mettre d'accord et que pour l'instant, il y avait rien, justement parce qu'il y avait des gens qui disaient moi, je suis pas concerné, je veux pas changer ma voiture, je vois pas pourquoi je paierais. Et donc, on voit que la solution collective, elle se heurte à ce problème-là. Et ouais, j'ai pas forcément la solution idéale pour ça, mais ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, les gens qui voudront acheter une voiture électrique ou qui en auront une deviendront majoritaires, et à ce moment-là, ça fera peut-être basculer un certain nombre de copros. Mais ouais, c'est toujours compliqué en fait, cet aspect copropriété. Donc ça reste, c'est un droit, et ça ne garantit pas pour autant que ça soit aussi facile que ça, comme pour beaucoup de choses. Donc ça reste encore un petit peu, on va dire, administratif et compliqué, ce qui aussi peut s'expliquer parce qu'il y a quand même un enjeu technique derrière, donc on peut pas faire n'importe quoi. J'apporte juste ma petite pierre à l'édifice, mais qui est un exemple un petit peu différent. Moi, je gare ma voiture dans un parking public, résidant aussi en ville dans une résidence qui n'a pas de parking, et donc j'ai un parking public. J'ai la chance d'avoir un parking public à proximité de chez moi, dans lequel j'ai un abonnement mensuel depuis de nombreuses années, et j'ai vu l'évolution, puisque il y a 2 ans et demi, à peu près 3 ans, j'ai commencé à rouler en voiture électrique, soit avec des voitures que j'essayais dans le cadre de mon travail, soit avec ma propre voiture depuis 2 ans et demi. Et dans ce parking de 540 places, il y a 4 places réservées aux voitures électriques avec des prises domestiques de 230 volts. Et il y a 2 ans et demi, j'étais encore totalement seul au monde. Je pouvais laisser ma voiture, j'étais le seul à me brancher, elle pouvait rester 3 jours, je ne gênais personne. Et les choses ont évolué à une vitesse incroyable, puisque aujourd'hui, dans ce parking, il y a une dizaine de voitures 100% électriques. Quand je dis 10, c'est probablement même un peu plus. Et autant de voitures hybrides, si bien que de 4 places totalement désertes il y a 2 ans et demi, aujourd'hui, on est arrivé à une situation de guerre où il est pratiquement impossible de se brancher, de charger. Il m'est arrivé 2 fois de suite ces derniers jours d'être obligé d'aller charger ma voiture ailleurs, sur un superchargeur à l'extérieur de la ville, parce que je ne pouvais plus la charger dans mon parking. Donc on a monté un comité avec plusieurs utilisateurs, et on est allé voir les responsables, la direction des parkings, plus le maire de l'arrondissement, et pour faire pression. Et ils ont répondu favorablement, puisqu'ils nous ont promis, ils ont répondu rapidement, alors que jusqu'à présent, ils faisaient la sourde oreille. Et mais ça vient peut-être du fait que dans notre collectif, il y a un avocat qui a su tourner les choses, et on a eu une réponse très rapide, et avec un engagement d'avoir 6 prises de plus d'ici fin 2021, et 10 prises de plus d'ici fin 2022, ce qui veut dire que d'ici la fin de l'année, on aura 10 prises pour recharger et 20 prises en fin 2022. La contrepartie de ça, c'est que jusqu'à présent, on se chargeait gratuitement, ce qui était très sympa. Et la contrepartie de ça, c'est que les prises la recharge va devenir payante. Mais c'est ce qui se comprend, et qui est tout à fait logique, à condition que les tarifs ne soient pas excessifs, évidemment. Voilà, donc un sujet qui va rester très longtemps d'actualité, autant pour les particuliers, dans les résidences collectives, parce que l'équipement en voiture électrique s'accélère, et il va falloir que la recharge suive. Dernier sujet, c'est la question du jour, donc une question qui parle aussi de recharge, et donc c'est celle qui concerne l'échange des batteries. Alors on en avait parlé une époque, on s'était dit que finalement, le meilleur moyen pour recharger, pour refaire le plein d'énergie avec une voiture électrique aussi vite qu'on le fait avec le plein d'essence, c'était simplement de changer ses batteries quand elles étaient vides, comme on le faisait avant sur des téléphones, sur nos smartphones. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les premiers smartphones avaient des batteries interchangeables, ce qui a totalement disparu, pratiquement. Et voilà, donc c'était une solution qui était envisagée comme une solution d'avenir pour la voiture électrique. Et puis ça a un peu disparu, on n'en a plus trop entendu parler. Je crois même que Tesla avait fait des tests avec un robot qui permettait de changer les voitures. Tesla a abandonné aussi cette option. Et puis là, on en reparle. Ça revient, et notamment, ça revient par la Chine. Donc la Chine parie sur l'échange de batteries.
Johan, est-ce que c'est une solution pour toi qui est intéressante à terme ou est-ce que c'est un petit peu un fantasme? Alors, si tu me demandes mon avis, moi, je te dirais que je suis assez étonné, en fait, de comment dire, de cette volonté de la Chine, en tout cas, au moins, de tester l'échange de batteries, parce que je trouve pas ça forcément très pertinent. Mais force est de constater qu'en fait, les Chinois, eux, y croient, puisque ils ont lancé un programme qui est assez large, avec 11 villes qui seront équipées de stations d'échange de batteries pour des véhicules légers, mais aussi pour des poids lourds. Tout ça, chez eux, c'est organisé par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information. Donc, c'est vraiment, en fait, l'État qui est à la manœuvre et qui organise ce test jusqu'en 2035. Donc, c'est une période qui est longue aussi. Donc, ils font pas les choses à moitié, hein, ils y croient vraiment. En tout cas, ils engagent un vrai test. Et ils ont réussi à embarquer avec eux les constructeurs automobiles, puisqu'on sait que le constructeur NIO est dans le programme, avec une vraie volonté aussi d'ailleurs chez NIO de tester ça en Europe. On a aussi le constructeur Geely qui est partie prenante. Donc voilà, ils y vont à fond, et ils ont aussi dédié 3 villes plutôt sur le swap des batteries, des packs batteries de camions, où là, je peux comprendre davantage. En tout cas, j'y vois un peu plus de pertinence. Juste pour rappeler à nos auditeurs, en fait, ce que c'est que l'échange de batterie. L'échange de batterie, on arrive dans une station, on met la voiture, voire elle se met toute seule. Chez NIO, c'est le cas, c'est avec le système de conduite autonome, elle se met automatiquement dans les rails. Et puis, il y a un robot en dessous qui vient, qui démonte la batterie et qui la change par un autre pack qui est, lui, chargé sur le lieu de la station d'échange. Et tout ça, ça se fait, en tout cas chez NIO, en 40 secondes seulement. Et donc la phase de démontage prend 40 secondes et au total il faut à peu près 5 minutes par véhicule pour faire cet échange là. Donc ça permet de faire 312 échanges par jour, ce qui est considérable, ce qui est beaucoup plus qu'une station de recharge rapide par exemple. Donc voilà, c'est le point de pertinence, c'est effectivement on peut recharger entre guillemets, ou en tout cas repartir avec de l'énergie de façon beaucoup plus rapide. Après, il y a quand même un certain nombre de difficultés ou de questions qui se posent, hein. C'est finalement, est-ce que j'ai envie de repartir avec un pack batterie qui n'est pas le mien, dont j'ai pas forcément, ou dont les utilisateurs n'ont pas forcément pris soin, qui est propriétaire des batteries? Est-ce qu'on met en place une standardisation des batteries et du système d'échange? Ou est-ce qu'on est sur des formats propriétaires, comme là, par exemple, longtemps été le format superchargeur pour la recharge? Et puis, une question qui peut se poser aussi pour ceux qui ont suivi l'aventure de la voiture électrique ces 10 dernières années et qui se rappellent de Better Place, qui était le partenaire de Renault à l'époque, qui faisait justement ces stations d'échange de batteries en Israël. Finalement, est-ce que Better Place avait raison et ils sont partis trop tôt? Voilà, ça ouvre plein de questions. À titre personnel, je suis pas spécialement convaincu par ce cas d'usage pour la voiture particulière. Par contre, je le vois assez facilement pour des flottes ou pour des camions qui ont besoin de faire des longues distances, où là, je me dis pourquoi pas, ça peut être pertinent. Après, la question qui se pose, c'est quand même comment on stocke tous ces packs batteries, surtout si c'est pour des camions. Là, la station qu'a présentée NIO, elle peut stocker seulement 14 packs et elle peut les recharger en 1 heure. Donc demain, on se dit avec des packs batteries de camions, ça sera encore plus volumineux, avec plus de temps pour de la recharge. Donc voilà, ça ouvre un grand nombre de questions. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi les Chinois vont dans ce sens-là. Peut-être parce que eux, ils ont une vision, je sais pas ce que tu en penses, Mika, mais du marché qui est pas la nôtre, c'est-à-dire qu'ils ont une vision très large, très large et très industrielle, et peut-être que eux, ils estiment que si on veut vraiment basculer sur la voiture électrique, il va falloir passer par là, c'est-à-dire convaincre les gens qu'il suffit de s'arrêter 2 minutes pour charger, enfin, entre guillemets, charger, puisqu'on charge pas, en fait, on remplace. Oui, peut-être. Après, c'est peut-être une contrainte vis-à-vis du réseau où ils estiment que la charge rapide, ça donne trop de contraintes, des gros appels de puissance. Donc, le fait d'échanger les batteries, ça permet d'aller sur des recharges des packs qui sont plus lents entre chaque échange. Après, je pense que la Chine a sans doute plus de facilité à créer des standards que nous en Europe, où on met 10 ans à s'accorder sur un connecteur.
Donc, je pense que voilà. Donc, pour moi, la clé, c'est la standardisation. On peut pas créer un écosystème comme ça s'il n'y a pas des standards établis, que ce soit pour le poids lourd, la voiture particulière et les deux roues. Après, voilà, je suis un petit peu sceptique sur l'annonce, un peu comme Johan, mais par contre, je crois plus au système sur les véhicules légers, en particulier les scooters. En success story, on peut citer Gogoro, qui est un acteur taïwanais et qui, lui, a déployé plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers de stations d'échange de batteries pour ses scooters, et le succès est incroyable. Oui, d'accord. Donc en fait, ça pourrait concerner finalement les deux extrêmes de l'échelle des véhicules. C'est d'un côté les véhicules ultra légers, les petits, les deux roues, les scooters, et d'un autre côté, comme tu le présentais, Johan, plutôt les flottes et les camions, éventuellement les taxis. En tout cas, on n'a pas encore vraiment vu à l'œuvre ce type d'opération, mais c'est impressionnant. J'avais vu des prototypes et changer comme ça en quelques secondes un pack de batterie sur une voiture, c'est pareil, il y a une sacrée technologie derrière. Il faut qu'il y ait aussi de la fiabilité, parce que ça suppose, si on rentre dans le détail, que les connecteurs, probablement, ça s'abîme peut-être un peu plus vite que des batteries fixes qu'on ne change jamais. Et puis, comme vous le disiez, ça nécessite bien sûr une interopérabilité totale et donc un standard. Ce qui dit standard, ni forcément peut-être des voitures qui au bout d'un moment vont se ressembler puisqu'elles auront les mêmes batteries, donc les mêmes puissances, etc. Est-ce que ça va dans le sens du progrès ou à l'encontre de l'innovation, puisque si on a un standard, on a peut-être un petit peu moins d'innovation parce qu'on a moins de concurrence. Tout ça laisse quand même le champ à de nombreuses questions. Et ben c'est pareil, tout ça vient encore un petit peu de loin. C'est la Chine. On a vu aussi voilà des innovations du côté européen, mais en tout cas ça n'arrête pas. Comme on le dit, le monde de la voiture électrique n'arrête pas d'évoluer très vite, et on est nous-mêmes, en étant un petit peu acteur dans un média, surpris de tout ce qu'on découvre un peu tous les jours, et c'est ce qui fait vraiment la saveur de ce marché. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui, les amis. L'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur ces plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à dans 15 jours pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut!